Bonjour à tous. D'abord, je suis très heureux de reprendre cette série de cours et très heureux aussi de voir que vous êtes beaucoup plus nombreux que l'an dernier, ce qui montre que le stress oxydant doit probablement susciter plus d'intérêt que le mode d'action de la chimiothérapie, sujet auquel j'avais consacré les 3 dernières années de cours et que je viens d'ailleurs de résumer dans une revue qui paraîtra bientôt dans Nature Reviews. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à approcher cette question, qui est une question complexe. Il y aura un petit peu de chimie. J'ai essayé d'en mettre le moins possible, mais il y aura quand même un peu de chimie. Et on va surtout se focaliser sur la physiologie et la physiopathologie, de voir comment est-ce que ce contrôle du stress oxydant joue un rôle dans le développement des cancers, et probablement également dans la réponse à la thérapeutique, avec, vous allez voir, des effets qui sont complexes parce qu'en fait, ils sont ambivalents. Et suivant les stades du développement de la maladie, on va pouvoir avoir des effets positifs ou négatifs. Suivant le type de pathologie, on va avoir des effets positifs ou négatifs. Ce qui fait que tout ça a été un peu confus pendant un certain nombre d'années, mais c'est en train de se clarifier, en particulier grâce à l'utilisation de systèmes in vivo. Et on verra ce sera la fin de ce cours, un très grand apport méthodologique a été l'utilisation de marqueurs fluorescents qui permettent de voir, dans des conditions physiologiques, quel est exactement le stress oxydant dans différents territoires cellulaires, en réponse à un certain nombre de facteurs déclenchants. Alors, le stress oxydant, comme je l'indique ici, a envahi l'espace public. Il suffit de rentrer dans une pharmacie et on voit tout de suite des antioxydants qui nous sont proposés un peu partout dans des vitamines, et on verra un peu le rationnel de ça. C'est apparu aussi comme un facteur aggravant de nombreuses pathologies, en particulier du vieillissement. Il y a eu beaucoup de liens qui ont été dressés entre l'exposition au stress oxydant et le vieillissement, également comme cible pharmacologique. Et on verra qu'actuellement, il y a un certain nombre d'essais fondés sur des travaux récents qui se proposent de moduler cette signalisation. Alors, ce concept est resté assez mal défini. Pendant très longtemps, il a été difficile, voire impossible à mesurer. Complexe dans sa physiopathologie, avec, on va le voir, des éléments qui ont souvent été contradictoires, et les éléments explicatifs de cette contradiction commencent à percer. Néanmoins, et c'est la raison pour laquelle j'en parle, bien sûr, il y a des liens clairs avec le cancer. Le stress oxydant, dans plusieurs modèles, est mutagène, il est pro-inflammatoire, donc ça va favoriser le développement des cancers. Et pourtant, on va le voir aussi un peu plus loin dans le cours, un certain nombre de traitements par des antioxydants sont capables en fait d'accélérer fortement parfois l'évolution dans certains modèles tumoraux chez la souris. Il y a encore des places ici au premier rang. On verra également que de nombreux traitements anticancéreux sont capables d'induire du stress oxydant aigu. C'est en particulier le cas de la radiothérapie. C'est également le cas de certaines formes de chimiothérapie. Et ce sera probablement l'objet du cours de l'an prochain, qui sera d'examiner finalement la contribution de ce stress oxydant aigu à la réponse thérapeutique, avec y compris des travaux qui sont en cours dans mon laboratoire. Et puis on verra également qu'il y a eu, dans les années 90, un certain nombre d'essais de prévention des cancers, en particulier chez des gens qui étaient d'anciens grands fumeurs ou de grands fumeurs de l'active. Et on va voir que ces essais de prévention des cancers avec des antioxydants ont été au fond assez décevants. Et même dans certains cas, on a vu des aggravations de la pathologie, aggravations dont on comprend aujourd'hui les bases physiopathologiques. Donc, vous voyez que le lien n'est pas univoque, les acteurs moléculaires sont nombreux, et c'est assez typique, à mon avis, de ce que veut être l'enseignement du Collège de France, de la science en train de se faire, parce que ça souligne la nécessité d'une exploration scientifique complète dans des modèles relevant in vivo. Et comme vous l'avez bien compris, ce genre de choses est possible, mais ça prend du temps.
Donc, quand j'étais à votre place, de l'autre côté du pupitre, sur les bancs de la faculté, on considérait que le stress oxydant, au fond, c'était une espèce de séquelle chimique des réactions énergétiques impliquant l'oxygène. Pour prendre une image un peu triviale, on pourrait dire que le stress oxydant était vu un peu comme des gaz d'échappement d'un mauvais moteur mal réglé, et que c'était quelque chose, au fond, dont il fallait plus ou moins s'accommoder, et que c'était finalement le prix à payer pour notre respiration, la vie dans l'oxygène, et donc d'utiliser comme source d'énergie la combustion. Alors la vision a complètement changé avec la prise de conscience qu'en fait certaines espèces réactives de l'oxygène, que j'appellerai ici par leur acronyme anglais, hein, ROS pour Reactive Oxygen Species, en fait, ont un rôle critique de signalisation cellulaire. On peut presque imaginer que ce sont des hormones de proximité qui vont transmettre des signaux d'une cellule à l'autre ou des signaux à l'intérieur de la cellule, et qu'un certain nombre de ces signaux sont en fond des signaux de régulation physiologique extrêmement importants. Et donc on est progressivement passé, entre autres sous l'impulsion d'un grand chimiste allemand qui a beaucoup travaillé, le professeur Sier, qui a beaucoup travaillé là-dessus. On est beaucoup passé finalement d'un concept quasiment de déchet d'une réaction nécessaire à obtenir l'énergie des cellules à des molécules de signalisation qui vont participer au dialogue entre les cellules dans un certain nombre de processus qui sont aussi importants que la cicatrisation, l'adaptation à l'effort musculaire ou encore même la différenciation des cellules souches. Et donc, physiologiquement, la formation de ces espèces réactives oxygénées est régulée et il va donc jouer des rôles extrêmement importants. Alors, tout de suite, un petit bémol sur les modèles d'études. En fait, vous savez que les biologistes, pendant très longtemps, ont utilisé des lignées cellulaires qui poussent en fait dans des boîtes de plastique, hein, avec des milieux enrichis par-dessus, qui poussent donc dans des conditions très fortement oxygénées. Hein. L'oxygène de l'air ambiant, c'est à peu près 20%. Dans le corps, c'est plutôt 3%. Et dans certains endroits du corps, en particulier là où sont les cellules souches, c'est plutôt 1%. Et donc, une grande partie de cette biologie du stress oxydant a été, pendant 30 ans, profondément entachée de ces problèmes méthodologiques qui faisaient qu'on cherchait à étudier un phénomène qui se passait à 3% d'oxygène alors qu'on était à 20% d'oxygène, et ça a beaucoup contribué aux difficultés de la thématique et à l'échec aussi des premières interventions thérapeutiques. Alors une première diapo de chimie, qui vous montre les espèces dont on va parler aujourd'hui. Donc l'oxygène de l'air, le voici. L'anion superoxyde, qui est une des premières formes de radicaux oxygénés qu'on va étudier, c'est la première qui est faite. Une autre qui est plus rarement utilisée, qui est le peroxyde. Le oxygéné, ici sous son nom anglais d'hydrogène peroxyde, dont on va beaucoup parler, qui est probablement la forme la plus importante en termes de signalisation physiologique, et puis le radical hydroxyle OH-, et ce radical hydroxyle OH-, c'est une espèce qui, là, pour le coup, est une espèce extrêmement dangereuse, extrêmement réactive, et qui va participer à un certain nombre de lésions à l'intérieur de la cellule. Alors, comment est-ce que ces différentes espèces sont produites? Eh bien, elles sont produites de manière séquentielle, avec différents niveaux croissants d'acquisition d'électrons réactifs, en passant de l'oxygène donc à l'anion superoxyde, de l'anion superoxyde au peroxyde d'hydrogène, à l'oxygéné, de là au radical hydroxyle, qui finalement va donner de l'eau. Alors, où sont-elles formées? D'abord, l'anion superoxyde va être formée dans les mitochondries, du fait de fuite d'électrons au niveau des complexes 1 et 3 de la chaîne respiratoire, et on pense que, suivant les conditions physiologiques, il peut jusqu'à 1% de l'oxygène qui passe dans cette chaîne respiratoire peut donner naissance à des dérivés oxygénés, ce qui est donc assez considérable.
Donc ça, au fond, c'est la fuite d'un système qui n'est pas chimiquement parfait. Et puis, la deuxième manière de former cet anion superoxyde, c'est à travers des enzymes spécialisées qu'on appelle les NOx pour NADP oxydase. Et donc, ces enzymes vont de manière régulée conduire à la formation de cet anion superoxyde. Alors cet anion superoxyde peut être ensuite encore transformé par l'addition d'électrons et de protons en eau oxygénée. Ceci va se faire par des enzymes spécialisées qu'on appelle les superoxydes dismutases. On verra qu'il y en a plusieurs formes. Et c'est donc cette eau oxygénée qui peut diffuser s'il n'est pas immédiatement détruit, parce qu'en effet, il y a un certain nombre d'enzymes, on va voir, comme les catalases, qui sont là pour le détruire. Et enfin, le radical hydroxyle, OH-, donc lui va venir de la dégradation de l'eau oxygénée en présence de métaux par une réaction qui est connue par les chimistes sous le nom de réaction de Fenton. Et donc, lui est extrêmement réactif, comme on le verra, avec pratiquement un facteur de plusieurs millions de différence de réactivité avec les autres. Il a donc, étant extrêmement réactif, il a une très courte durée de vie, il va en fait agir immédiatement aux endroits où il est produit, donc à proximité des endroits de la cellule où on va avoir soit du cuivre, soit du fer ferreux. Et, comme je le disais, c'est la principale source de toxicité dont on verra des illustrations. Alors, peut-être dans le cours de l'an prochain, on parlera des variantes. Il y a des variantes de ces radicaux oxygénés qui sont faits soit avec le chlore, soit avec de l'azote, soit avec le NO. Alors, une autre manière de montrer ça au niveau des potentiels électrochimiques, hein, on part de l'oxygène qui rentre dans la chaîne respiratoire. Sous l'effet de transporteurs d'oxygène ou d'électrons à l'intérieur de cette chaîne respiratoire, on va passer à la possibilité de faire cet anion superoxyde qui va toujours dans la chaîne respiratoire, où on va avoir également l'activité de ces enzymes NOx, des NADPH oxydases qui vont permettre la synthèse de cette espèce chimique, qui va pouvoir, sous l'effet soit encore une fois dans les mitochondries, soit sous l'effet des superoxydes dismutases, passer en eau oxygénée, qui là, en réponse au fer, va passer à cette espèce extrêmement réactive qui est le radical superoxyde qui va restituer l'eau. Tout ceci étant finalement un court-circuit de ce qui se passe dans la respiration mitochondriale. Avec, vous voyez, des potentiels électrochimiques qui sont indiqués ici, qui sont proportionnels à la réactivité de ces différentes espèces. Et puis on va avoir des différentes toxicités possibles. Donc l'oxygène moléculaire va pouvoir avoir au sein des mitochondries une action sur les complexes fer-soufre, hein, qui vont permettre le transport de ces électrons réducteurs. L'anion superoxyde va pouvoir s'attaquer, on verra comment, à ces complexes fer-soufre, en induisant le relargage du fer. Évidemment, ceci est très important parce que ce relargage du fer au sein de ces complexes macromoléculaires va permettre secondairement la formation de radical superoxyde. Et puis, au niveau de l'eau oxygénée, on va toujours avoir un effet sur ces clusters fer-soufre, mais d'autres effets, en particulier sur un acide aminé absolument essentiel qui est la cystéine. La cystéine contient un atome de soufre, et il y a encore des places au premier rang. Hein. Venez. Et on verra en fait que toute cette chimie du redox est en grande partie une chimie du soufre, et que donc les différents états d'oxydation de l'atome de soufre au sein des protéines, et en particulier au sein des chaînes latérales de cystéine, va jouer un rôle extrêmement important dans cette régulation, avec donc des régulations de la fonction des protéines par ce processus. Et puis, les radicaux hydroxyles vont pouvoir avoir cet effet délétère sur les lipides, sur l'ADN et sur les acides aminés, donc sur les protéines, par l'oxydation d'un certain nombre de résidus. Alors, juste quelques éléments juste d'illustration qui sont des réactivités chimiques comparées entre ces différentes espèces, et je veux juste vous
avec donc des chiffres qui indiquent finalement la rapidité de réaction. Évidemment, on ne va pas les décrire en détail, mais vous voyez qu'on va de 19 à 10 moins 2, donc vous voyez quasiment 11 ordres de grandeur de différence, signant donc le fait que ce radical hydroxyle OH- est extraordinairement réactif. Dès qu'il est formé, il va essentiellement aller faire des lésions à proximité, alors que le peroxyde d'hydrogène, lui, spontanément, est relativement stable, et s'il n'est pas détruit de manière régulée, eh bien, il va pouvoir diffuser et signaler. Alors, on peut représenter ça encore d'une autre manière, avec donc cet anion superoxyde, formé donc soit par l'action des NADPH oxydases, soit au sein des mitochondries, qui va, grâce à l'action de ces enzymes qu'on appelle les superoxyde dismutases, former de l'eau oxygénée, comme on l'a vu, et cette eau oxygénée va être détruite soit par l'action d'enzymes qu'on appelle les catalases, qui vont donc reformer de l'eau, soit être prise en charge par un groupe, une famille d'enzymes qu'on appelle les glutathions peroxydases. Ces glutathions peroxydases, en fait, vont utiliser un tampon redox qui est extrêmement important dans la cellule, qui s'appelle le glutathion, GSH ici, qui est en équilibre à travers un atome de soufre entre deux formes, une forme donc réduite et une forme oxydée. Et donc la destruction de l'eau oxygénée est couplée à l'oxydation de ce glutathion. L'oxydation de ce glutathion étant ensuite la réduction compensatrice étant assurée par la glutathion réductase qui va utiliser pour ça le NADPH. Et comme on l'a vu, donc, en présence de fer ferreux, on va avoir la réaction de Fenton qui va produire ce radical hydroxyle OH-. Et ceci, bien sûr, peut être modulé par tous les systèmes de tampons intracellulaires des métaux qui sont extrêmement importants et qui font l'objet aujourd'hui de beaucoup d'études pharmacologiques. Alors, juste encore une image de chimie, avant que vous n'en ayez une saturation. Donc voilà ce coenzyme qu'est la NADPH oxydase, donc avec des bases azotées qui existent au fond sous deux états. Un état NADPH qui est capable de libérer deux électrons en passant donc à un état NADP+, et libérer ces deux électrons qui vont pouvoir être utilisés dans différentes réactions chimiques. Donc si on regarde maintenant d'un peu plus près au niveau de la cellule, eh bien d'abord d'où vient ce NADPH? Ce NADPH, eh bien, il vient de toute une série de réactions qui partent de la destruction du glucose dans ce qu'on appelle le shunt des pentaphosphates, dans lesquels au moins deux réactions vont régénérer ce NADPH, également du métabolisme de la glutamine, qui vont là aussi à travers l'enzyme malique dont on reparlera à la fin de ce cours, et ensuite une autre enzyme qui est très importante en cancérologie parce qu'elle peut être mutée dans certaines formes de leucémie, IDH1, et bien là aussi on va avoir donc production de ce NADPH. Et à côté de cette production du NADPH par le catabolisme, on va avoir une utilisation donc par ces enzymes que sont les NADPH oxydases et qui donc vont capter de l'oxygène moléculaire pour créer cet anion superoxyde. Cet anion superoxyde étant ensuite pris en charge par la cascade qu'on a vue tout à l'heure, avec d'abord la superoxyde dismutase qui va donner de l'eau oxygénée, et puis un certain nombre des métaux qui vont permettre la formation de ces radicaux hydroxydes, et un certain nombre d'enzymes, la catalase, la glutathion peroxydase, et puis aussi la peroxyréductase. Ceci étant donc dépendant de la présence de ces enzymes de la famille NOX, pour lesquelles il existe toute une série d'enzymes, dont certaines, qui sont les plus connues, situées à la membrane plasmique et qui vont, comme on le verra dans une diapo prochaine, être responsables de la formation de radicaux oxygénés à la membrane qui sont extrêmement importants pour se débarrasser des bactéries. C'est une des grandes techniques utilisées pour tuer les bactéries par des cellules qu'on appelle les cellules phagocytaires, et en particulier les granuleux.
Alors, dans l'espace extracellulaire, on va pouvoir, il y a également des superoxydes dismutases qui vont permettre de créer, à partir de cet anion superoxyde, de l'eau oxygénée en extracellulaire. Et puis, vous avez, à l'intérieur de la mitochondrie, comme on l'a vu, au niveau de la chaîne respiratoire, formation de ces anions superoxydes qui vont, par une superoxyde dismutase intramitochondriale, être transformés en H2O2. Et là aussi, il y a des enzymes mitochondriales de catabolisme de cette oxygénée. Alors, un petit focus sur... On ne va pas, bien sûr, ici faire un cours de chimie de la mitochondrie, mais juste pour vous dire que dans ces complexes de la chaîne respiratoire, la chaîne de transport des électrons, eh bien, certains vont, plusieurs, donc essentiellement on a dit le 1 et le 3 vont former la plus grosse partie des radicaux superoxydes. Certains vont les faire en extra dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie, pardon, et d'autres seront dans la partie interne qu'on appelle la matrice mitochondriale. Et ce sont différentes formes de superoxyde dismutase, la SOD1, SOD2, qui n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement chimique, qui vont former donc de l'eau oxygénée, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de cette matrice mitochondriale. Et donc un certain nombre de ces complexes fer-soufre qui sont spécialisés dans le transport des électrons et donc qui sont très enrichis au sein de ces différents complexes, eh bien, vont pouvoir, sous l'effet de l'oxygène moléculaire, soit décrocher cet assemblage de fer et de soufre, soit décrocher spécifiquement un atome de fer de ce complexe, avec deux conséquences. D'une part, c'est que le complexe fer-soufre sans son atome de fer ne sera plus fonctionnel, et donc on va avoir des enzymes de la chaîne de transport des électrons qui vont devenir dysfonctionnelles. Et puis surtout, on va libérer du coup du fer libre qui va pouvoir produire localement ces radicaux hydroxy. Alors si on prend maintenant une vue plus grande de la cellule, eh bien, il n'y a pas que la mitochondrie qui soit concernée par cette production d'espèces réactives de l'oxygène, contrairement à ce qu'on pensait au départ, mais il y a également des enzymes donc, de cette famille NOx qui peuvent être situées sur la membrane plasmique, sur la membrane nucléaire, et produire donc des radicaux superoxydes, soit en extracellulaire, soit en intracellulaire, qui vont être transformés, là encore, sous l'effet de ces différentes formes de superoxyde dismutase en eau oxygénée. Donc ce que cette diapositive se propose d'illustrer, c'est qu'au fond, il va y avoir, même au sein de la cellule, des productions extrêmement compartimentées d'oxygéné, et que cet oxygéné va pouvoir diffuser à travers des canaux spécifiques qu'on appelle des aquaporines, qui vous sont représentés ici. Il y en a plusieurs types, vous voyez, qui vont permettre la sortie de la mitochondrie, la sortie vers l'espace extracellulaire. Et ça, c'est important en particulier dans le cadre de la lutte contre les bactéries, pour tuer les bactéries par le stress oxydant. Et puis, il y a encore d'autres compartiments qui sont importants. Le premier, c'est le réticulum endoplasmique. Et dans ce réticulum endoplasmique, eh bien, vous savez que c'est l'endroit dans lequel les protéines sont synthétisées, en particulier les protéines qui vont être excrétées à l'extérieur de la cellule. Et on sait que dans ces protéines excrétées, il va y avoir formation de ponts disulfure qui vont permettre donc entre deux résidus de cystéine, qui vont permettre de maintenir l'assemblage et la forme de ces protéines. Et bien, chaque fois qu'on crée un pont disulfure, eh bien, on va créer une molécule d'oxygéné. Et donc, dans des cellules qui produisent énormément qui sécrètent beaucoup de protéines, comme par exemple dans les plasmocytes, qui sécrètent des immunoglobulines qui sont bourrées de ponts disulfure, on va avoir une production massive d'oxygéné du fait de la formation de ces ponts disulfure. Et également, au moment de la dégradation des acides gras dans les peroxysomes, eh bien, on va également avoir production locale d'oxygéné. Donc, tout ça pour vous dire qu'au fond, on est passé en quelques années, encore une fois,
de l'image d'un déchet de combustion en une production extrêmement sectorisée, régulée au sein même de la cellule et qui tient des rôles de signalisation, comme on le verra. Alors, là, on a parlé des espèces réactives de l'oxygène endogènes, mais il y a également des espèces réactives de l'oxygène qui sont exogènes. La forme la plus classique, ce sont les rayonnements ionisants, entre autres le rayonnement UV, mais pas seulement, qui vont contribuer à créer des ROS. Et par exemple, la radiothérapie, qui peut être utilisée dans le traitement du cancer, va, on sait, casser des molécules d'ADN. Une partie de cette cassure des molécules d'ADN provient de l'interaction directe entre le rayonnement et la molécule d'ADN, mais on sait qu'il existe également dans cette situation production de ces fameux radicaux hydroxyles, OH, qui vont pouvoir créer des lésions un peu partout, et entre autres dans la molécule d'ADN de manière secondaire, expliquant donc l'effet bien connu de la radiothérapie sur la cassure du génome. Probablement également, mais c'est moins bien connu, d'exposition à la pollution atmosphérique, aux pesticides, et il y a toute une thématique qui est en train d'exploser, qu'on appelle l'exposome, justement, dans lequel on essaye de comprendre, de quantifier, de mesurer l'exposition sur toute la vie d'un organisme, et entre autres l'exposition à ces réactifs de l'oxygène, qui peuvent avoir des effets retardés, qui peuvent être génétiques à travers des mutations, on verra comment, mais également épigénétiques. C'est quelque chose qui est de plus en plus étudié. Comment est-ce que l'exposition au stress va avoir des conséquences sur l'épigénétique et donc sur l'identité cellulaire, quelque chose qui est évidemment extrêmement important dans le développement des tumeurs. Alors, heureusement, il y a des antioxydants. Il y a des antioxydants, et parmi ces antioxydants, il y a un certain nombre de petites molécules qui sont des antioxydants naturels, qui sont des molécules essentiellement apportées par l'alimentation. Donc, ce sont... alors, elles ont classiquement été divisées en deux familles, des familles qui sont solubles dans l'eau et des familles qui sont solubles plutôt dans la graisse. Donc des structures plutôt lipidiques ou des structures hydrophiles, dans lesquelles on trouve donc des produits aussi connus que la vitamine C. On y reviendra à la fin de ce cours, l'acide lipoïque, la bilirubine, l'acide urique. Toutes ces molécules ont des propriétés naturelles antioxydantes. Et puis, de l'autre côté, dans les liposolubles, on a la vitamine E, l'acide lipoïque, et les caroténoïdes étant en fait les précurseurs de la vitamine A. Donc vous voyez que dans ces composants, on trouve pas mal de vitamines, ce qui souligne leur rôle important donc de protection. Et chimiquement, en fait, beaucoup de ces molécules sont des grandes molécules avec des chaînes polyinsaturées qui en fait et des cycles, chaînes qui ont la capacité finalement de capter des électrons libres et de les diluer dans une grande molécule. Et comme ces électrons libres sont dilués dans une grande molécule, ils vont être beaucoup moins réactifs et donc beaucoup moins dangereux que quand ils étaient liés à une petite molécule ou libre. Donc, métabolisés, donc diapo que je vous ai montré un instant, et dans laquelle je vais insister donc sur un élément extrêmement important qu'on appelle le glutathion. On va le voir, ce sera l'objet exclusif du troisième cours, cette chimie du glutathion, cette chimie des thiols. Et donc le glutathion, c'est cette petite molécule dont on verra la structure dans un instant, qui va servir finalement de couplage à ces glutathions peroxydases qui vont le faire passer d'un état réduit à un état oxydé, cette réaction permettant la destruction d'une molécule d'oxygéné. Et donc ce glutathion va avoir un rôle absolument central dans le maintien de l'homéostasie redox, et on verra qu'il existe aujourd'hui des stratégies pharmacologiques qui cherchent à travers la déplétion en soufre, par exemple, ou la déplétion en cystéine extracellulaire, à changer la quantité de glutathion à l'intérieur des cellules, et donc moduler par là même le stress oxydant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette molécule? C'est l'assemblage de trois acides aminés, donc glutamate, cystéine, glycine, pardon. Et donc, vous voyez
cet atome de soufre porté par la chaîne latérale de la cystéine. Et je vous ai dit que toute la chimie du redox, c'est une chimie du soufre. Et donc, ce glutathion existe sous deux formes, la forme réduite et la forme dans laquelle on a maintenant création par départ de deux protons, création d'une liaison covalente qui est une liaison disulfure, donc entre deux soufres. Cet équilibre, donc, le changement d'équilibre s'accompagnant de la captation ou du relargage d'électrons réducteurs. Alors, donc, cet équilibre entre glutathion réduit et glutathion oxydé, il va être maintenu par la glutathion réductase, qui va, elle, donc, utiliser les électrons du NADPH, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, à l'inverse, donc, quand il s'agit de détruire de l'eau oxygénée, on va avoir ces glutathions peroxydases, je dis qu'il y en avait plusieurs, qui vont, du coup, transformer l'eau oxygénée en eau. Donc, dans des conditions basales, dans des cellules au repos qui ne sont pas stressées, il y a un très fort déséquilibre en faveur de la forme réduite. Et il y a un rôle évidemment essentiel du NADPH dans le maintien de cette forme réduite, parce qu'évidemment, si on épuise le NADPH, eh bien, on ne va plus pouvoir avoir cette réaction qui va générer le glutathion sous la forme SH. Et donc, on va voir, ça ce sera l'objet du troisième cours, qui a tout un contrôle transcriptionnel, métabolique de cette abondance du NADPH pour être sûr que la cellule en est toujours suffisamment. Et donc, il y a un contrôle métabolique et transcriptionnel extrêmement précis et qui commence à être assez bien compris du maintien du pool intracellulaire de glutathion. Alors, quelques mots sur cette manière dont le glutathion va contrôler toute cette chimie du redox. Eh bien, tout dépend de l'état de cet atome de soufre qui, donc, en conditions normales, va être en équilibre entre sa forme SH et sa forme S-, donc la forme thiol et la forme thiolate, et qui peut passer sous des formes oxydées, par exemple, dans des sulfures. Donc, l'élément central, c'est vraiment l'état d'oxydation ou de réduction de cet atome de soufre porté par la chaîne latérale de cystéine. Et ça va avoir toutes sortes de conséquences. Par exemple, sur la structure des protéines. Et donc, on connaît plusieurs situations. On connaît des formes dans lesquelles ces résidus de cystéine sont à l'intérieur de la protéine. Étant à l'intérieur de la protéine, ils vont soit pouvoir maintenir des cofacteurs, des coenzymes, par exemple le fer. Ils vont également pouvoir, sous forme de disulfure, maintenir des contacts extrêmement forts au sein de cette chaîne protéique pour forcer un maintien de la structure tertiaire. Il y a également des structures qu'on appelle les doigts de zinc, dans lesquelles il va y avoir un atome de zinc qui va être coordonné par 4 cystéines et qui vont permettre donc un maintien de la structure tertiaire. Et puis, il peut être également en surface, et quand il est en surface, quand il est accessible, eh bien, il va avoir des rôles dans la catalyse. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'enzymes dont les sites actifs sont constitués par des résidus de cystéine. Il peut avoir un rôle de régulation ou il peut avoir un rôle de tampon, comme dans un certain nombre de protéines qu'on voit. Alors, différents états de ces chaînes de cystéine qui vous sont donc représentées ici. Vous pouvez avoir une conjugaison au glutathion, donc ce qu'on appelle la glutathionylation, avec ici donc création d'un pont disulfure avec les trois acides aminés du glutathion. Vous pouvez avoir création d'une liaison entre deux soufres, donc une liaison disulfure, qui peut être intramoléculaire, et dans ce cas-là, elle va participer à la stabilité de la protéine, ou intermoléculaire pour lier au fond transitoirement deux protéines l'une à l'autre. Et puis il peut y avoir également
différentes formes d'oxydation. Ça, on en parlera dans le 4e cours. Ces chaînes latérales de cystéine peuvent être sous forme d'acide sulfénique, sous forme de sulfinamide, d'acide sulfinique, sulfonique, suivant le degré d'oxydation de cet atome de soufre. Et vous avez ici un certain nombre de protéines régulatrices assez connues dans lesquelles ces modifications chimiques ont été décrites. Et puis, il peut y avoir des choses plus complexes dont on ne parlera pas dans le cours de cette année, hein, avec des atomes d'azote ou de l'acétyl-CoA. Alors, la vision moderne aujourd'hui du stress oxydant est qu'au fond, c'est ce chimiste allemand qui a proposé ces termes, ce qu'il appelait le E-stress, l'oxydative E-stress, qui finalement les conditions normales, c'est de la signalisation dépendante du redox, et puis le stress oxydant, qui lui va être un stress oxydant qui s'accompagne de lésions sur l'ADN, lésions sur les protéines, lésions sur les membranes, tout ceci étant finalement contrôlé par le niveau d'oxygéné, lequel, donc encore une fois, peut venir de la mitochondrie, des enzymes NOx, du réticulum endoplasmique ou des peroxysomes à travers toutes ces voies régulées. Et puis, encore une fois, cette année, on ne parlera pas du NO, mais qui peut rentrer dans le même cadre. Alors, quelle est cette toxicité ? Et donc, quand on parle maintenant de toxicité, on parle essentiellement du radical hydroxyle, hein, OH point. L'une des plus connues est maintenant très à la mode depuis une petite dizaine d'années parce qu'elle intervient probablement dans une forme de mort qui est directement liée au stress oxydant qu'on appelle la ferroptose. On en parlera l'an prochain. Mais donc fait appel aux réactions entre ce radical hydroxyle et des lipides membranaires. Et sans rentrer dans de la chimie un peu complexe, en fait, le radical hydroxyle va être capable d'arracher un proton que vous voyez ici, créant donc une chaîne latérale d'acide gras qui est un radical, qui va s'oxyder spontanément pour créer donc une forme avec 2 oxygènes, qui va réagir elle-même avec un acide gras normal, et surtout reconstituer, reformer la forme réactive du début. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a une réaction en chaîne et que quand cette réaction est initiée, elle ne va pas s'arrêter. Et ceci peut conduire assez rapidement à la mort des cellules. Donc, vous avez une phase d'initiation qui dépend de la présence de ce radical hydroxyle, une phase de propagation et d'amplification, et puis il peut y avoir de la terminaison par création de liaisons covalentes entre 2 acides gras. Donc, tout ça, comment est-ce que ça a été modélisé? Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement à la mode. Hein. La revue dont j'ai sorti cette figure a été écrite cette année. Il y a beaucoup d'intérêt actuellement pour la ferroptose, entre autres comme facteur de mort en réponse au stress oxydant aigu dans des situations comme des changements aigus d'oxygénation, comme par exemple l'infarctus, hein, ou des arrêts d'oxygénation de certains tissus, mais aussi dans la réponse à un certain nombre de traitements. Et donc on a une phase d'initiation avec la peroxydation des lipides, dont je vous ai dit finalement qu'elle était auto-amplificatrice, donc elle va augmenter, ça, vous voyez, c'est représenté ici par le fait que ces lipides oxydés, finalement, dans le temps, ils deviennent de plus en plus nombreux. Et cette peroxydation des lipides, dans un premier temps, va conduire à une rigidification de la membrane. Et ces membranes plasmiques oxydées, rigidifiées, eh bien, elles vont commencer, du coup, en fait, à échanger des ions de manière anormale. Et surtout, étant très rigides, elles vont commencer à se casser. Elles vont casser et donc faire des trous. Et vous savez que de part et d'autre de la membrane plasmique, vous avez des concentrations d'ions qui sont extrêmement différentes. Et donc, quand il y a des trous, eh bien, les ions vont s'échanger. On va avoir un afflux d'eau à l'intérieur de la cellule. La cellule va gonfler et à la fin, elle va éclater. Et donc, ce mécanisme de mort est régulé, comme vous pouvez l'imaginer.
Il est régulé par les deux tampons dont on a déjà parlé, hein, la concentration de glutathion et la présence en quantité suffisante de NADPH, et aussi par une glutathion peroxydase spécifique qui s'appelle GPX4. Et c'est d'ailleurs à travers l'étude de la perte de cette protéine dans des systèmes in vivo qu'on a pu découvrir ce mécanisme de ferroptose, parce que quand on inactive GPX4, eh bien, on va avoir une ferroptose spontanée. Donc ça, ce sont les facteurs de protection, et puis il y a les facteurs au contraire d'aggravation, et donc dans les facteurs d'aggravation, on va trouver ceux qui sont assez logiques, hein, c'est-à-dire la présence de fer, puisque pour faire du radical OH-, il faut du fer. Donc s'il y a du fer disponible, s'il y a du fer ferreux libre, eh bien, ça va accélérer le processus. S'il y a de l'oxygène, bien entendu, ça va favoriser ces processus d'oxydation. Et puis si la membrane plasmique de la cellule est riche en lipides oxydables, ça va également favoriser l'ensemble de ce processus. Alors, il y a beaucoup d'activités, comme je le disais, autour, beaucoup de réflexions, beaucoup de recherches autour de ces mécanismes de ferroptose actuellement. Donc on en reparlera l'an prochain et probablement il y aura peut-être des choses nouvelles qui seront sorties d'ici là. Alors seconde cible de ces radicaux OH, eh bien c'est l'ADN, et en particulier une des bases de l'ADN qui s'appelle la guanine, sous forme de cette oxydation pour créer la 8-oxoguanine. Vous voyez ici qu'on a rajouté sur ce cycle hétérogène, on a rajouté un atome d'oxygène. Et donc, cette oxydation de la guanine a été très étudiée parce qu'en fait, elle change les capacités d'appariement de cette base dans l'ADN, puisque vous savez que normalement, on a un appariement entre la guanine et la cytosine qui vous est représenté ici. Mais en fait, quand la guanine a été oxydée, eh bien, on va pouvoir faire apparaître un nouveau type d'appariement, cette fois-ci, non pas avec un C, mais avec un A. Et donc, cette oxydation des guanines va être mutagène et elle va conduire à des changements dans la phase de lecture, dans la séquence de l'ADN qui vous sont représentés ici. Donc, vous avez la situation normale ici avec un appariement CG, oxydation du G en oxoguanine, et bien donc à la réplication suivante, au lieu de s'apparier avec un C, l'oxoguanine va s'apparier avec un A, et à la réplication suivante, le A va s'apparier avec un T, ce qui veut dire qu'à la suite de ces différents processus, avec ces deux réplications, on va avoir changé un G en un T. Et donc on va avoir passage, changement de la séquence d'ADN, et inversement, si cette fois-ci on a une oxydation de la guanine quand elle est encore libre, eh bien, quand cette guanine est encore libre, la 8-oxo-GMP va pouvoir s'intégrer en regard d'un A, et donc on va avoir une conversion inversée après une réplication. Donc vous voyez des phénomènes qui sont bien connus, c'est une signature mutationnelle qui est bien connue, et qui traduit donc l'oxydation de cette molécule de guanine. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, l'oxydation de cette molécule de guanine, elle va avoir toutes sortes de conséquences. On ne va pas rentrer dans les détails, mais évidemment, vous allez pouvoir changer le code et donc changer la séquence de la protéine qui va être synthétisée. Vous pouvez changer les éléments de régulation, et en changeant des éléments de régulation, vous allez moduler la régulation transcriptionnelle de ce gène en changeant l'accrochage de facteurs de transcription. Vous pouvez avoir également induction de cassures spécifiques qui vont moduler l'expression des gènes. Et puis, si cette fois-ci l'insertion se fait dans des ARN, eh bien, vous allez pouvoir bloquer la synthèse de la protéine grâce à ces mutations. Dernier, mais pas le moindre de ces toxicités, c'est la toxicité sur les protéines.
puisqu'en effet les protéines vont être également ciblées de manière extrêmement forte par ces radicaux hydroxyles. Et donc, on va avoir plusieurs effets. Quand on prend donc la vie normale d'une protéine, on va avoir transcription, formation d'un ARN messager, reconnaissance par des ribosomes, traduction, formation d'un peptide. Ce peptide va ensuite, avec l'aide de chaperones, se replier dans une conformation normale. Et au terme de la vie de cette protéine, des enzymes spécialisées, qui sont les enzymes de la cascade de l'ubiquitine, vont permettre de marquer cette protéine pour qu'elle soit ensuite dégradée de manière régulée dans ces espèces de poubelles universelles qu'on appelle le protéasome. Et donc, il va y avoir une étiquette posée sur ces protéines de manière à ce qu'elles soient détruites en petits morceaux au sein de ces complexes de dégradation. Alors, quand on a maintenant affaire du stress oxydant, ben, tout est différent. Et il va y avoir donc d'abord, il peut y avoir séquestration des ARN messagers au sein des granules de stress. Donc, il va y avoir séquestration de ces ARN messagers qui vont empêcher, évidemment, qu'ils soient traduits. Il va y avoir des blocages des facteurs d'initiation de la traduction qui feront que ces ARN ne seront pas traduits en protéines. Et puis quand elles sont quand même traduites en protéines, on va avoir des phénomènes de dépliement des protéines déjà existantes qui vont être partiellement dépliées. Et le fait qu'elles sont partiellement dépliées va les conduire à une dégradation rapide dans ce protéasome, donc cette poubelle universelle qui a perdu du fait du stress oxydant, qui a perdu ses éléments régulateurs et qui donc va être ouverte en permanence. Étant ouverte en permanence, elle va dégrader un peu tout ce qui passe. Une autre voie qui est plus difficile à traiter, c'est la formation d'agrégats. Après avoir été dénaturées, ces protéines peuvent faire des agrégats qui, dans certaines situations physiopathologiques, peuvent être extrêmement difficiles à défaire. Bon, alors, revenons à ce concept du bon stress oxydant, du stress oxydant de régulation, le E-stress ou le distress. Vous voyez qu'ils sont réglés par des concentrations d'oxygénés, concentrations extracellulaires ou intracellulaires. Vous voyez à cet égard qu'il y a un gradient de 100 entre la concentration extracellulaire et intracellulaire. Donc il y a des mécanismes intracellulaires très efficaces pour maintenir cette concentration d'oxygénés, avec quasiment une gamme de concentration de pratiquement 10 000 entre des états sans stress oxydant du tout, ou du stress oxydant suraigu. Et donc, dans des concentrations qu'on pourrait appeler physiologiques, vous voyez, autour de 1 micromolaire, on va avoir un rôle dans la prolifération, un rôle dans la différenciation, un rôle dans la migration, contribution à l'angiogénèse, donc toutes sortes de processus qui sont extrêmement importants dans la vie normale, et en particulier, on le verra, on l'évoquera juste aujourd'hui par une diapo, et puis on le reverra dans le dernier cours au moment des phénomènes de cicatrisation, où tous ces éléments sont extrêmement importants pour la cicatrisation. Puis si on commence à monter, eh bien on va avoir une réponse adaptative. Cette réponse adaptative, on va voir qu'elle est assurée par un facteur de transcription extrêmement important qui s'appelle NRF2, qui est le chef d'orchestre en fait de la réponse au stress oxydant. Alors c'est pas le seul, mais c'est le principal. Et on va voir la manière dans le prochain cours dont ce facteur NRF2 est régulé. Et puis, si on monte encore au-dessus, eh bien là, on va avoir d'autres facteurs qui vont apparaître, les facteurs FOXO, P53, dont on a déjà parlé dans les cours différents précédents. Et là, on va avoir d'autres types de réactions, donc ce qui a été appelé le distress oxydatif, avec de la fibrogénèse, favoriser la croissance tumorale, un rôle dans le contrôle de la métastase. Et puis à la fin, pour des doses extrêmement élevées, on va avoir une mort de la cellule. Alors, un petit mot de physiologie, avec justement une revue écrite par l'homme qui a vraiment une contribution considérable à la compréhension de ces phénomènes de signalisation, qui est donc un chimiste allemand, qui montre finalement qu'est-ce qui se passe quand on va de ces concentrations trop basses de 0,1 nanomolaire jusqu'aux concentrations trop hautes, et ceci est illustré
à travers un exemple qui est celui de la différenciation de cellules souches neuronales, mais en fait, on a pratiquement la même chose pour les cellules souches hématopoïétiques. Donc, si on est trop bas, finalement, on va garder les cellules souches dans un état quiescent, c'est-à-dire qu'elles vont pas être capables de se réveiller, elles sont maintenues en quiescence et elles ne vont jamais être activables parce que cette signalisation participe à l'activation de ces cellules souches. Et donc, ceci, bien sûr, va être important pour des phénomènes comme la cicatrisation. Donc, dans des conditions normales de développement équilibré, on va avoir un bon équilibre entre quiescence et activation. Et une fois que la cellule souche est activée, eh bien, elle va pouvoir soit se dupliquer avec la duplication asymétrique qui va redonner une cellule souche quiescente et une cellule souche active, et puis une différenciation qui va permettre donc la création des tissus. Si on augmente encore un peu la concentration, bien là, on va favoriser la différenciation. On va donc avoir une surproduction, en quelque sorte, de ces espèces différenciées. Et puis, si on monte encore plus, on va avoir de la sénescence. Et on sait que la signalisation par l'H2O2 et par le stress oxydant d'une manière générale est extrêmement importante dans le vieillissement cellulaire et dans les phénomènes de sénescence. Et puis si on monte encore beaucoup plus haut, eh bien là on va simplement tuer la cellule du fait de stress oxydant aigu, et on verra quelques-uns des mécanismes qui ont été associés à cela. Alors vous savez que les pathologies ont souvent apporté beaucoup à la compréhension de la biologie, et donc l'étude de la formation, du ciblage des microbes par les cellules phagocytaires a pu être éclairée par la dissection de certaines maladies, comme une maladie qui s'appelle la granulomatose chronique, dans laquelle ce système est déficient. Alors ce système, en fait, c'est une des enzymes NOX, NOX2, au sein d'un complexe. On ne va pas voir le détail de la composition de ce complexe. Et donc ce complexe est capable, à partir du NADPH, de créer beaucoup de ROS, initialement de l'anion superoxyde, et puis ensuite de l'oxygéné, soit en extracellulaire, soit dans des vacuoles spécialisées qui auront pu capturer des microbes. Et donc ces microbes vont être tués au sein de ces vacuoles par le stress oxydant, qui nécessite donc un apport suffisant en NADPH, et puis bien sûr la présence de ce complexe fonctionnel. Et donc, dans cette granulomatose chronique, en fait, les patients sont hypersensibles aux infections bactériennes parce qu'ils sont capables de phagocyter les microbes, mais ils ne sont pas capables de les tuer. Et donc, les microbes ensuite vont se multiplier à l'intérieur de ces phagosomes intracellulaires. Alors, il y a également possibilité, avec une enzyme qui s'appelle la myéloperoxydase, de transformer cet eau oxygénée en fait en acide hypochloreux, qui est encore une forme plus redoutable d'oxydant qui va permettre de tuer encore plus efficacement ces bactéries. Alors ceci, il y a également dans des modèles qui ont été faits entre autres chez la souris, il a été montré que ce complexe enzymatique participe à la création de certaines maladies inflammatoires, et puis on verra qu'assez récemment, on a montré que ce complexe est également impliqué dans la résistance, dans l'adaptation à l'effort. Et ceci donc représente un exemple où ce complexe d'expression de ces protéines est régulé dans la différenciation myéloïde, donc traduisant bien le fait qu'on n'a pas affaire, encore une fois, à des déchets de réaction, mais bien à des espèces dont la formation est régulée. Alors, l'homéostasie redox, c'est quelque chose de compliqué. Donc, on a déjà parlé du NADPH, le donneur universel d'électrons, on a parlé du glutathion,
On a évoqué donc ce facteur de transcription NRF2 qui va contrôler en fait au niveau transcriptionnel la production de NADPH et la synthèse du glutathion. On a parlé des antioxydants. Et puis de l'autre côté, il y a tout ce qui va contribuer à faire des ROS, en particulier des défauts métaboliques, l'expression d'oncogènes, comme on le verra, ou encore l'hypoxie. Alors, je vous ai dit un propos liminaire que les choses ont beaucoup changé en fait depuis qu'on arrive à voir, à mesurer dans un organisme le stress oxydant. Et ceci traduit le fait que la mesure du stress oxydant jusqu'à récemment était complexe parce qu'en fait il s'agit d'un état chimique instantané qui dépend fortement des conditions extérieures, comme par exemple quand on veut prélever des tissus, mais quand on va prélever des tissus, on va les exposer à l'oxygène et donc tout va changer dans ces tissus. Tout se rééquilibre très vite et quand on introduit des tampons, des molécules antioxydantes ou même des rapporteurs, on va modifier tout cet équilibre exactement comme on le fait quand on cherche à mesurer le pH pour l'acidité. Et donc en fait ceci, on va le voir, a été résolu entre autres par des apports technologiques assez astucieux dans lesquels on a pris des protéines fluorescentes dont la fluorescence va varier avec l'état d'oxydation. Et puis, l'utilisation de systèmes cellulaires qui ont été habitués à l'oxygène, hein, comme les lignées cellulaires qui ont été utilisées pendant au moins 50 ans pour aborder ces questions, en fait, modifie l'ensemble de l'équilibre, ce qui pose en particulier, quand on parlera de pharmacologie du cancer, de vraies questions, parce que de travailler avec des pro-oxydants sur des lignées qui ont été habituées au stress oxydant, mais ce n'est pas le meilleur moyen de savoir comment ça marche. Alors, mesurer le stress oxydant, eh bien pour ça, ça a été fait à partir de protéines de méduses, hein, qu'on appelle la GFP, qui ont la capacité d'émettre de la lumière verte quand elles sont stimulées avec de la lumière bleue. Et vous voyez que astucieusement, on a on a ajouté des résidus de cystéine, dont vous voyez bien qu'ils ne sont pas en face l'un de l'autre. Ce qui veut dire que quand ils vont être oxydés pour former un pont disulfure, eh bien la protéine va changer de forme. Et ce changement de forme va se manifester par des changements de propriétés optiques. Et donc, comme on va le voir, on va pouvoir détecter un changement dans le spectre d'émission. Alors ça, c'était très astucieux, mais c'était en fait pas très sensible. Et donc, beaucoup d'équipes ont travaillé là-dessus et en fait ont eu cette idée astucieuse de coupler cette GFP modifiée, vous voyez, avec ces deux résidus de cystéine, ces deux résidus SH qui sont apparents ici, qui ont été couplés à d'autres domaines redox, comme ici une glutathion réductase ou des enzymes impliquées, une peroxydase dans le cas de H2O2. Et donc on va avoir un système qui va en fait permettre de mesurer l'état du glutathion réduit ou oxydé dans la cellule, qui va permettre de mesurer également, quand on a l'autre senseur, le taux d'oxygéné. Et ceci va se traduire par un changement profond du spectre d'émission qui, vous voyez, va augmenter à une longueur d'onde et diminuer à l'autre. Et donc, quand on fait le rapport des deux, on peut arriver à avoir un marqueur très sensible de l'état d'oxydation d'une cellule qui va être résolu dans l'espace et dans le temps, parce que secondairement, on peut astucieusement ajouter à ces protéines fluorescentes une étiquette d'adressage qui va permettre de faire que cette sonde va être située soit dans les mitochondries, soit dans le noyau, soit dans le Golgi. Et donc on va pouvoir réaliser des mesures in vivo, intracellulaires, du potentiel d'oxydoréduction. Alors, une illustration, vous voyez, c'est des travaux qui ont une quinzaine d'années, qui vous montre ici avec la glutathion réductase. Vous voyez l'ensemble des réactions qui vont pouvoir se produire. Donc, au départ, il va y avoir donc ce résidu de SH qui va se lier au glutathion, créer un pont disulfure avec le glutathion. Le glutathion va pouvoir passer sur la GFP, et s'il change en potentiel ou l'abondance du glutathion réduit change encore, eh bien on va créer ce pont disulfure sur la GFP. Ce pont disulfure sur la GFP va se manifester par un changement du spectre émis. Et donc ceci vous est représenté ici
dans un embryon de mouche, si ma mémoire est bonne, et on voit qu'à différents stades du développement de l'embryon de la mouche, vous voyez qu'on va avoir un changement de couleur, ce qui traduit le fait qu'on a un groupe de cellules qui va se mettre à métaboliser de manière différente et qui va créer qui va changer l'abondance du glutathion. Alors ça a permis des tas de choses. Vous voyez, ça, c'est des travaux plus récents qui ont été publiés il y a à peu près 5 ans, entre autres pour l'adaptation à l'exercice. Alors, l'adaptation à l'exercice, c'est quelque chose qui, évidemment, va intéresser tous les joggers. Et on sait qu'en réponse à l'exercice, on va produire des radicaux oxygénés. Alors, de manière assez naïve, au départ, on s'était dit, ben, c'est simple, puisque quand on fait de l'exercice, on va brûler du sucre. Quand on va brûler du sucre, on va faire marcher les mitochondries. Et quand on fait marcher les mitochondries, eh ben, on va créer des radicaux oxygénés. Bon. L'explication avait l'avantage de la simplicité. Malheureusement, elle est assez largement fausse. Et on s'était aperçu que l'un des transporteurs du glucose, qui s'appelle GLUT4, peu importe, mais on savait qu'il était modifié par des antioxydants. Et donc, l'utilisation de ces radicaux, de ces rapporteurs fluorescents a pu montrer qu'en fait, ça c'est chez la souris, hein, en réponse à l'exercice, on va avoir production extrêmement forte de ROS, vous voyez, en périphérie de la cellule. Et cette production forte de ROS en périphérie de la cellule, ça suggérait que ce n'était pas du tout la mitochondrie qui produisait les ROS. Et en fait, en utilisant des souris pour lesquelles on avait inactivé un des complexes, la protéine RAC1, qui est l'une des composantes de ce complexe NOX2 dont on a parlé tout à l'heure pour la création de radicaux oxygénés dans les cellules phagocytaires, eh bien on voit qu'à ce moment-là, il ne se passe plus rien. Ce qui veut dire que c'est effectivement ce complexe, c'est le même complexe qui va finalement provoquer, synthétiser des radicaux oxygénés pour pouvoir tuer les bactéries, que celui qui va permettre la production de ces radicaux oxygénés pendant l'exercice pour exprimer ces capteurs de glucose qui vont permettre de faire entrer le glucose à l'intérieur des cellules musculaires. Donc vous voyez une découverte assez surprenante, assez inattendue, mais qui montre encore une fois qu'on a ici affaire à des activités régulées et pas du tout à des gaz d'échappement mal contrôlés. Alors, autre système qui a été très étudié de manière extrêmement élégante, un papier dans Nature, vous voyez, il y a une quinzaine d'années, c'est la cicatrisation. Et la cicatrisation a été étudiée chez le poisson zèbre. Et ce que vous devinez ici, c'est qu'en fait, on fait une section chirurgicale de l'extrémité de la nageoire caudale du poisson zèbre, chez des poissons zèbres qui expriment ces rapporteurs fluorescents. Et ce que vous voyez ici, c'est que dès 3 minutes après la section, on commence à avoir une production d'oxygéné locale. Et cette production d'oxygéné locale, elle devient extrêmement forte, vous voyez, au bout de quelques minutes. Et en fait, elle précède l'arrivée des cellules du sang dont on pensait que c'était elle qui allait initier le processus de cicatrisation. Donc ça, c'est un papier un peu de suite, mais qui montre exactement la même chose. Vous voyez, on va couper l'extrémité caudale de la nageoire et mesurer ensuite, à travers l'expression de ces GFP modifiés, la synthèse d'oxygéné. Vous voyez que cette synthèse va être extrêmement précoce, et si on fait une étude dans le temps, on voit qu'on a une synthèse quasi immédiate d'oxygéné, et qui précède largement, et qui probablement contrôle, le recrutement des cellules immunitaires, des cellules phagocytaires, donc, qui, elles, secondairement, vont également encore apporter de l'oxygène. Donc ça a été une étude extrêmement importante, parce qu'on avait pensé pendant longtemps que c'est en fait ces cellules phagocytaires qui arrivaient, qui relarguaient des ROS, qui permettaient de tuer les microbes localement. Et ça a complètement changé ce paradigme en disant non, en fait, c'est la blessure qui va synthétiser d'abord de l'oxygéné, et c'est ça qui va recruter l'ensemble des cellules qui vont ensuite contribuer au processus de réparation et de guérison.
Alors parlons maintenant des liens entre les radioco-oxygénés et le cancer. Donc là aussi, bien sûr, inutile de vous expliquer que les cellules cancéreuses sont des cellules qui poussent vite, donc elles ont besoin de métabolisme. Les mitochondries sont beaucoup plus actives. Et donc, de manière un peu naïve, on avait pensé pendant longtemps que ces cellules fabriquaient plus de radicaux oxygénés, ben simplement parce qu'elles étaient plus actives et que les mitochondries étaient plus fortes. Et là, donc, je vous rappelle que les ROS peuvent représenter jusqu'à 1% de la consommation d'oxygène des mitochondries, ce qui donne une idée de l'importance quantitative de cette fuite. Alors, dans un premier temps, les ROS ont un effet bénéfique sur la croissance en activant directement des voies de prolifération, comme les MAP kinases, on y viendra, ou en bloquant des rétrocontrôles négatifs, comme un certain nombre de phosphatases. Et on verra dans le cas de dernier cours que ces phosphatases, donc, qui limitent la signalisation de croissance, en fait, ont une cystéine hyperréactive dans leur site actif, et donc elles vont être directement régulées par le stress oxydant. Et donc ça, évidemment, c'est un mécanisme qui s'apparente au mécanisme bénéfique de production des ROS pendant la cicatrisation. Mais, et on va voir d'ailleurs que si génétiquement on inactive un certain nombre de voies de contrôle du redox, eh bien, on va accélérer l'incidence des tumeurs, probablement par ce mécanisme-là, promotion directe de la croissance, et probablement également en augmentant la mutagénèse, donc en augmentant l'instabilité génétique. Bon. Mais on s'est aperçu après que des taux de ROS très élevés qui vont provenir de cette croissance complètement dérégulée, eh bien en fait ils deviennent délétères pour les cellules cancéreuses, et ceci a été découvert en fait de manière relativement inopinée par la découverte de mutations constitutivement activatrices de cette protéine NRF2 dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, on sait que dans l'évolution naturelle d'un certain nombre de cancers, et en particulier des cancers du poumon, il va y avoir dans au moins un quart des cas des mutations activatrices de la voie NRF2, c'est-à-dire que la cellule finalement se sent empoisonnée par ces ROS, et que étant empoisonnée par ces ROS, eh bien, elle va fabriquer elle va muter de manière à pouvoir se débarrasser de ces ROS. Et puis, il y a encore une autre observation, c'est que dans certains types, eh bien, des antioxydants accélèrent de manière paradoxale la croissance et le pouvoir métastatique de tumeurs établies. Et donc, l'idée, effectivement, c'est que ça permet de tamponner ces ROS et que ces ROS sont nuisibles pour la survie cellulaire. Donc, pour prendre une image orientale, on est un peu dans le yin et le yang, hein, et suivant les conditions, suivant le moment, suivant la dose, on va avoir des effets bénéfiques ou au contraire des effets délétères. Alors, quelques-unes des données primaires. Bien, la première observation, vous voyez, publiée dans Nature il y a à peu près 20 ans, montrait que si on fait un KO, donc si on inactive chez la souris la peroxyrédoxine 1, eh bien, on va avoir, au bout de la vie de l'animal, on va avoir développement à la fois d'une anémie hémolytique, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais également développement de cancer. Et cette augmentation de l'incidence des cancers traduisait donc l'effet pro-cancérigène de ces ROS augmentés à travers soit la mutagénèse, en particulier par le ciblage des guanines, comme on l'a vu tout à l'heure, ou par d'autres mécanismes. Et puis ces observations ont été reprises un peu plus tard dans un autre modèle, donc un modèle où le développement est plus rapide parce qu'il y a déjà un oncogène activé, donc ce sont des souris MMTV RAS mutées, donc qui vont développer des tumeurs mammaires. Et vous voyez que le développement de ces tumeurs mammaires est fortement accéléré par l'absence de cette périoxyrédoxine 1. Bon, donc ça illustrait finalement le fait que dans l'histoire naturelle du développement des cancers, eh bien, la production de ROS élevée va favoriser le développement des cancers. Et puis, un peu de temps, vous voyez, pratiquement 10 ans après, eh bien, une autre équipe, avec un modèle différent, de tumeurs du poumon, cette fois-ci, va trouver quelque chose qui est exactement inverse. C'est un modèle de développement assez rapide hein, de cancer du poumon dans lequel on peut activer directement les oncogènes dans le poumon.
Et ce qu'ils ont vu, c'est que si on traitait les souris avec un tampon redox, qui est la N-acétylcystéine, on en reparlera plusieurs fois dans ce cours, N-acétylcystéine, c'est un précurseur du glutathion, eh bien, on augmentait de manière extrêmement significative la charge tumorale. Et si on utilisait un autre antioxydant, qui est la vitamine E dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, c'est encore exactement la même chose. Donc, de charger finalement ces animaux en antioxydants va considérablement accélérer le développement des cancers, comme vous le voyez ici, hein, puisque au lieu d'avoir des cancers après une demi-année, on va avoir des cancers en moins de 3 mois, donc une accélération considérable, hein, du développement de ces tumeurs. Alors bien sûr, ils ont cherché à exploiter, à comprendre ces observations, et assez schématiquement, ils ont trouvé tout ce qu'il fallait trouver, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde avec des colorants le potentiel, la concentration en ROS, eh bien, on va avoir une diminution très significative, que ce soit avec le N-acétylcystéine ou avec la vitamine E. Quand on regarde la charge mutagénique, hein, la quantité de 8-oxoguanine, qui est assez facile à mesurer biochimiquement ou même en immunohistochimie, on a une baisse aussi très significative en réponse au traitement antioxydant. Et ça, c'était au fond un petit peu paradoxal, parce que ça veut dire que ce qui accélérait le processus cancéreux dans ce cas-là, ce n'est pas la mutagénèse, hein, puisque là, la mutagénèse, au contraire, elle diminue. Et en fait, la solution, elle est là en regardant la prolifération. Et quand on regarde la prolifération avec l'intégration d'un dérivé bromé qui permet de mesurer donc le nombre de cellules qui sont en mitose, et bien on voit qu'on a une très forte augmentation du nombre de mitoses. Donc en fait, le stress oxydant dans ce modèle va contribuer à accélérer la croissance. Alors, ensuite, eh bien, ils ont cherché, maintenant en passant ex vivo, à reproduire ces observations. Et schématiquement, donc, quand on prend ces tumeurs primaires et qu'on en fait des lignées, qu'on les fait pousser in vivo dans une boîte de culture, eh bien, même chose, on va voir qu'il y a une très forte accélération, avec les antioxydants, comme vous pouvez le voir ici. Et cette accélération, en fait, traduit l'abrogation d'un contrôle par P53. On verra dans le troisième cours qu'en fait, la voie P53 peut être activée par le stress oxydant. Elle est ici activée par la mise en culture et le traitement avec des antioxydants. Encore une fois, avec la N-acétylcystéine ou avec la vitamine E, va bloquer les dégâts à l'ADN, va bloquer l'activation de P53. Et le résultat, c'est qu'effectivement, quand on refait cette même expérience dans des cellules cancéreuses qui ne présentent pas de gène P53, pour lesquelles P53 a été activé, et bien maintenant, on n'a plus aucun effet du traitement, ce qui traduit bien donc au niveau fonctionnel que le contrôle de la voie P53 à l'occasion de la mise en culture va avoir un antagonisme, va être antagonisé en fait par le traitement antioxydant. Vous voyez également d'ailleurs que ici les antioxydants s'opposent aux dégâts à l'ADN qui sont mesurés par le gamma H2AX, qui est au fond un reflet de ce qui avait été vu in vivo avec la mutagénèse par la 8-oxoguanine. Alors, on peut reprendre ça avec des travaux très élégants qui ont été publiés très récemment. Vous voyez qu'on est vraiment dans la tradition du collège de la science en train de se faire. Donc, une équipe chinoise qui a utilisé un autre senseur optimisé qui s'appelle Hyperion. Peu importe, vous voyez qu'ils ont introduit un certain nombre de mutations pour optimiser les qualités optiques et pour augmenter la sensibilité de ce système in vivo. Et donc, comme tout à l'heure, eh bien, suivant que cette protéine de fusion qui est couplée à un domaine qui est sensible à l'H2O2, eh bien, suivant qu'elle soit oxydée ou réduite, on va avoir des spectres tout à fait différents, avec, en réponse à l'oxygéné, il y a une augmentation de l'émission
à 485 et une diminution d'exposition à 420. Ça se traduit par des souriceaux, parce qu'évidemment là on passe dans des souris transgéniques, donc toutes les cellules de la souris sont sensibles, et sur ces cellules primaires, eh bien, on va pouvoir faire des très jolies expériences de dose-réponse. Vous voyez, on ajoute de l'eau oxygénée, et dès qu'on ajoute de l'eau oxygénée, vous voyez qu'on va avoir un changement de couleur immédiat, et si on ajoute maintenant un antagoniste, comme le DTT, eh bien le DTT, lui, va complètement éteindre la fluorescence. Donc on a un système utilisable in vivo avec une détection extrêmement sensible et des réactions extrêmement rapides aux oxydants et antioxydants. Et ça a permis aux auteurs de faire des explorations extrêmement élégantes que je vais vous résumer ici. Donc ici, on est dans l'os. Donc, ce qui est violet ici, c'est de l'os, et donc ça, ce sont les niches de la moelle hématopoïétique. Et dans la moelle hématopoïétique, on va avoir donc ces cellules progénitrices qui sont ici des cellules leucémiques. Et vous voyez ici en violet, c'est une coloration d'un vaisseau. Donc, vous avez à l'intérieur de la moelle l'os, le vaisseau et ces cellules leucémiques qui sont réparties un peu partout. Et donc, dans le domaine de la leucémogénèse, il y avait une grande controverse pour dire qu'au fond, il y avait deux types de cellules leucémiques. Il y a des cellules qui sont proches de l'os, qui vous sont représentées ici avec les flèches bleues, et vous avez des cellules qui sont proches des vaisseaux. Et on avait des raisons de penser que ces deux types de cellules avaient des propriétés différentes, des propriétés de différenciation différentes, des propriétés de croissance différentes, mais ça n'avait jamais été vu in vivo. Et ce système extrêmement élégant a permis de voir exactement ce qui se passe. Alors, croyez-moi sur parole, mais les cellules qui sont contre l'os ont en fait une couleur en moyenne moins verte que celles qui sont contre les vaisseaux. Et donc les auteurs ont pu quantifier, vous voyez, la distance par rapport à l'os. Et donc quand on s'éloigne de l'os, on va avoir... quand on est donc loin de l'os, on va être plutôt sous un profil oxydé. Et au contraire, de manière symétrique, quand on s'éloigne du vaisseau, eh bien, on va plutôt être sous un profil réduit, ceci étant bien sûr logique compte tenu du fait que c'est le vaisseau qui va apporter l'oxygène. Et donc ça, c'était un peu une vérification très élégante, mais de choses qui étaient attendues. Alors ensuite, ils ont cherché à caractériser la différenciation de ces cellules qui avaient soit plutôt oxydées, soit plutôt réduites. On ne va pas rentrer dans les détails. En gros, les cellules plutôt réduites sont plutôt des cellules de type progéniteur, donc des cellules immatures, et ce sont des cellules qui, par ailleurs, sont capables du coup de former des colonies. Elles ont ce qu'on appelle le pouvoir clonogénique, et quand on va les injecter à la souris, eh bien, on va avoir du coup une mort beaucoup plus rapide de la souris, ce qui indique qu'on a enrichi en cellules souches leucémiques, et donc c'est un moyen finalement de quantifier, de mesurer, d'approcher ces différents types de cellules souches, ce qu'on appelle donc les cellules initiatrices de leucémie. Et donc ça apportait des éléments très élégants sur une analyse objective in vivo de ce que sont du métabolisme finalement de ces cellules souches cancéreuses qui avaient été approchées de manière assez indirecte. Et là, on avait vraiment un système très élégant pour dire qu'effectivement, les cellules souches qui se divisent peu sont plutôt dans un état réduit, qui traduit probablement le fait justement qu'elles se divisent peu. Alors ensuite, donc, les auteurs ont pu comparer par des approches de transcriptomique, donc d'expression des gènes, les cellules qui étaient plutôt oxydées ou plutôt réduites, et ils ont trouvé en fait deux gènes très fortement différentiellement exprimés qui sont des enzymes, l'enzyme malique dont on a parlé tout à fait au début, qui sont impliqués dans un shunt bien connu qui est le shunt malate-pyruvate, qui va permettre de fabriquer du NADPH. Et donc ceci permettait de suggérer que dans la vraie vie, dans des cellules qui n'ont pas été manipulées, qui n'ont pas été violentées, que finalement la différence en concentration de NADPH, elle est liée à ces enzymes-là et pas à d'autres. Et d'ailleurs, lorsque les auteurs ont inactivé par des techniques de shRNA une ou l'autre de ces enzymes, eh bien, ils se sont aperçus que les cellules au voisinage des vaisseaux sont devenues rouges. Vous voyez, ici,
il y a relativement peu de cellules rouges. Quand vous avez inactivé ces tampons redox, eh bien, les cellules qui sont au voisinage des vaisseaux et donc qui sont exposées à l'oxygène vont changer de couleur parce qu'elles vont être soumises à du stress oxydant. Et puis, finalement, ils ont regardé l'effet de la chimiothérapie. Alors, l'effet de la chimiothérapie, vous voyez qu'il est assez drastique, hein, ça nettoie assez bien la moelle. Mais ce qu'ils observent, c'est que finalement, ça nettoie plutôt moins bien les cellules contre l'os, justement ces cellules qui sont probablement les cellules souches leucémiques, dont on savait depuis longtemps qu'elles sont moins sensibles à la chimiothérapie. Et une des possibilités qui est évoquée par les auteurs, c'est que cette moindre sensibilité à la chimiothérapie traduit en fait ces différences de métabolisme, qui a un métabolisme plus lent. Et effectivement, ce qu'ils ont pu observer, c'est que en réponse à la chimiothérapie, il y avait une très forte induction de ces deux enzymes, l'enzyme Malik 1 et l'enzyme Malik 2, qui pourrait être un mécanisme d'adaptation et de résistance à ce type de chimiothérapie. Dans ce cas-là, hein, c'était de la racitine. Bon, on reprendra certainement ça en détail dans le cours de l'an prochain, mais c'est une première approche, vous voyez, qui permet, dans la vraie vie, sur des vraies cellules leucémiques, sur des vraies souris, de voir comment est-ce qu'on va avoir des changements de ce potentiel redox en fonction du traitement et comment est-ce que ceci va contrôler la réponse. Et donc, la figure finale de ce travail, qui est assez parlante, c'est de dire finalement qu'on a deux niches. Hein, on a la niche contre l'os, de cellules qui sont plutôt enrichies en cellules souches leucémiques, qui vont être plutôt réduites. Et puis contre les vaisseaux, on a un stress oxydant qui est différent, avec des cellules qui sont plutôt soumises à de l'oxydation, et que cet équilibre, finalement, il est en partie contrôlé par l'expression de ces deux enzymes, ce qui veut dire, encore une fois, que dans ce système biologique, ce sont ces enzymes-là et pas d'autres hein, qui sont responsables du tampon redox. Alors pour finir, des travaux qui sont anciens, hein, je vous ai dit qu'il y avait donc eu dans les années 90, et déjà un peu avant, les essais avaient commencé avant, des essais cliniques, à l'époque où les antioxydants étaient très à la mode, eh bien on a fait il y a eu deux études, hein, une étude en Finlande et une étude aux États-Unis, qui ont cherché chez des gens qui étaient à haut risque, qui étaient des fumeurs, de voir les effets en population générale et de manière randomisée d'antioxydants. Et les deux antioxydants qui avaient été choisis, c'est la vitamine E, dont on a parlé, dont vous avez vu qu'elle avait des effets biologiques importants, et puis le bêta-carotène, qui a ses propriétés de tampon redox, qui est aussi le précurseur de la vitamine A. Et les résultats ont été extrêmement décevants, ils ont même été un peu inquiétants, puisque vous voyez qu'il n'y a aucune différence, ça c'est une incidence du cancer du poumon, il n'y a aucune différence avec la vitamine E. Par contre, quand on a regardé le bêta-carotène, ben là en fait il y a eu plus de cancer, chez les patients, enfin les patients, c'est pas les patients, chez les fumeurs qui ont pris de manière contrôlée et randomisée ces doses assez fortes de bêta-carotène. Et quand on a regardé en fait, de manière, c'était de très grandes études de population, donc avec de très gros effectifs. On s'est aperçu, par exemple, qu'il y avait peut-être un effet protecteur de l'alpha-tocophérol, donc de la vitamine E, sur la prostate. Par contre, sur le poumon, vous voyez, avec le bêta-carotène, il y avait clairement une augmentation du nombre de cancers du poumon. Et on verra dans le cours suivant, finalement, 25 ans ou 30 ans après, on a probablement compris le mécanisme. On a maintenant un mécanisme moléculaire assez simple à mettre en face de ça. Mais vous voyez donc que les vitamines, ce n'est pas toujours une bonne idée. Et ça, c'est une autre étude publiée 3 ans après, avec le même chose, bêta-carotène, vitamine E. Et vous voyez que les patients sous traitement ont eu à la fois plus de cancer du poumon et plus de mortalité que ceux qui avaient reçu le placebo. Donc ceci montre en fait la difficulté de ce type d'études et de lancer au fond des études en population avant que la biologie ait été bien comprise, parce qu'à l'époque, mis à part que ces molécules étaient antioxydantes, on ne comprenait pas grand-chose à la signalisation du stress oxydant. Et puis, pour finir, Linus Pauling a eu le prix Nobel et sur la fin de sa vie, il s'était intéressé au traitement du cancer par la vitamine C, et avec des doses absolument énormes de vitamine C, des doses qui étaient pro-oxydantes.
Un certain nombre de gens pensaient que c'était peut-être la fin de sa vie, que peut-être que son intellect était peut-être un petit peu dégradé. Il a publié ça dans PNAS, vous voyez, il y a 50 ans. Les données, alors ça paraissait un peu ridicule de traiter avec des très fortes doses de vitamine C, mais les données étaient quand même assez claires. Vous voyez que les pointillés ici représentent les patients qui avaient été traités par des très fortes doses d'acide ascorbique. C'était toutes tumeurs mélangées. Il y avait quand même, chez un certain nombre de patients, vous voyez, des effets. Ça ne guérissait pas de toute évidence, mais de toute évidence, ça prolongeait la survie, ce qui paraissait à l'époque tout à fait incroyable. On reviendra dans le 4e cours sur les bases moléculaires qui ne sont pas encore totalement comprises, mais cette idée n'est pas une idée saugrenue, puisque vous voyez qu'elle a été, je n'ai pas la date, mais ça c'est une revue avec de très très grands biologistes du cancer, comme Lou Cantley, qui est sortie il y a moins de 5 ans. Et il y a beaucoup de gens maintenant qu'on comprend mieux la signalisation redox. Il y a beaucoup de gens qui se sont réintéressés finalement à quels pourraient être les effets, quels pourraient être les mécanismes exacts à travers lesquels ces doses qui sont probablement 10 000 ou 100 000 fois supérieures à celles qu'on peut prendre quand on prend un comprimé de vitamine C, comment est-ce que ces doses énormes pourraient avoir un effet anticancéreux. On verra que c'est encore quelque chose qui est en cours d'étude, mais dans certains modèles, il a été suggéré que ceci passe par l'intermédiaire d'une stimulation du système immunitaire, probablement un double effet, à la fois pour stimuler le système immunitaire et peut-être aussi pour augmenter l'instabilité génomique. Donc, une importance également sur les traitements standards du cancer. On n'en parlera pas cette année, ce sera probablement l'objet du cours de l'an prochain. Mais les radicaux oxygénés sont induits massivement par la radiothérapie. On peut imaginer qu'une partie non négligeable des effets de la radiothérapie passe par l'intermédiaire du stress oxydant. Certaines chimiothérapies, c'est absolument manifeste pour les anthracyclines, probablement aussi sur l'actinomycine D, sur laquelle mon laboratoire a travaillé il y a quelques années, induisent un stress oxydant très aigu, quasiment en quelques minutes. Et ce stress oxydant, en fait, pourrait contribuer à la réponse thérapeutique par toute une série de processus, soit par la ferroptose, comme on l'a mentionné, par cette destruction de la membrane plasmique immédiatement après l'exposition au stress oxydant. Secondairement, ça pourrait être également par l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Celle-ci, vous l'avez compris, la ferroptose est transcription indépendante. L'apoptose peut être dépendante de la transcription, à travers, entre autres, des cibles de P53, ou également la sénescence. Et la sénescence est très fortement contrôlée par le stress oxydant. Donc tout ça est contrôlé par les radicaux oxygénés. Et je crois qu'il y a un vrai intérêt actuellement de savoir, finalement, comment est-ce que ça, dans la vraie vie, d'abord sur des modèles animaux et probablement ensuite chez des patients, comment est-ce que ça contribue d'une manière ou d'une autre à la réponse thérapeutique. Donc voilà, en conclusion de ce cours, on a une chimie complexe, mais qui commence à être comprise. Une exploration in vivo en cours, grâce à ces systèmes extrêmement astucieux de rapporteurs fluorescents qui ont permis, au moins dans des modèles animaux, d'aller voir dans la vraie vie ce qui se passe. Une physiologie émergente, avec finalement ces radicaux oxygénés qui surviennent à des endroits où on ne les attendait pas du tout, comme la cicatrisation, comme l'adaptation à l'exercice. Des effets clairs sur la cancérogénèse, mais là encore une fois avec des effets en yin et en yang, des effets qui peuvent être favorables ou défavorables suivant le stade de la maladie, suivant la maladie elle-même. Et là, ce sera l'objet du cours prochain, des mécanismes moléculaires qui ont été proposés récemment, qui ont l'air de tenir la route et qui pourraient conduire assez rapidement à une nouvelle pharmacologie, et puis des liens probables avec la réponse thérapeutique. Merci beaucoup et je suis très heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui.